essayer de faire très court. En fait, les animaux et nous, eh bien, nous sommes nous-mêmes des animaux. C'est-à-dire que nous faisons partie des animaux. Et le sujet de cette conversation, enfin de cette petite conférence, c'est d'essayer de vous faire comprendre pourquoi et comment on peut être beaucoup plus proche des animaux, les entendre, les comprendre, et puis pouvoir leur parler. On s'aperçoit que si on n'a pas d'a priori, si on oublie les fables, même les plus belles, donc les préjugés, eh bien, on s'aperçoit qu'on a énormément de liens et de conversations et de conseils à recevoir de nos amis les animaux. Pour moi, ce sont des amis. Alors, pour faire un... Bon, je pense que je vais réduire l'ambition de ma conférence à quelques exemples qui vont toucher, l'exemple de... j'ai eu la chance de connaître, d'avoir un corbeau qui est venu passer 3 ans avec moi en librement, d'avoir grandi au milieu des cochons et de savoir à quel point ils sont intelligents et gentils et propres. On dit sale comme un cochon, mais c'est pas vrai du tout. Le cochon que je connaissais dans la ferme de ma tante, il venait chercher le tuyau d'arrosage pratiquement tous les jours pour se faire rincer tout propre, tout beau et tout. Et puis je vais vous donner aussi un exemple avec un insecte très intelligent, mais très repoussant, c'est-à-dire le cafard. Le cafard, la blatte, et j'ai eu l'occasion donc d'avoir une vraie expérience avec les petites blattes qu'on trouve dans nos caves et dans nos tuyaux de cuisine, etc. Et puis, une grosse blatte aussi en Afrique noire où je dormais, à la Belle Étoile, enroulée dans dans des voiles, parce que les moustiquaires étaient prises par les soldats. Et bon. Donc, je vais revenir dans l'ordre. J'en ai oublié l'oiseau, j'ai parlé du corbeau. La ferme. Les cochons. Les cochons à la ferme. Pardon ? Les cochons à la ferme. Ah oui, du cochon, voilà. J'ai parlé de la blatte. Et puis, j'ai aussi un sanglier, mais ça fait partie des cochons aussi, donc cochon sauvage. Et une expérience, alors elle est importante, je ne sais pas, je ne l'ai plus. Je n'ai plus en tête. Bon, ça me reviendra. Ah, si, une merveille, voilà. Une merveille, ça sera la conclusion. Et j'ai déjà passé combien ? Là, pour l'instant, tu as 4 minutes. Ah bon, ça va encore. Et donc la merveille des merveilles, c'est un exemple de rapport extraordinaire entre le canard, un canard migratoire, le canard eider, et une population du nord de Norvège. Voilà, au nord de la Norvège. Voilà, et puis pour vous faire, vous montrer un petit peu comment je suis peu préparée en fait, peu préparée, mais un peu dressée, c'est-à-dire j'ai eu beaucoup d'animaux bien sûr autour de moi, et en particulier un chien, un berger allemand, qu'on avait abandonné chez moi, voilà. Et donc, très très vite, on m'a dit, il faut le dresser. Et je suis allée au dressage. Et finalement, c'est moi qui ai été dressée. Parce que comme je l'ai emmené partout, pendant des années, je l'ai emmené partout, dans le train, dans les avions, partout, et au bureau. Et donc, j'étais à un moment dans un bureau où il n'y avait pas de porte. Et quand j'allais en conférence, je lui disais, pas bouger.
Et il restait les oreilles bien droites et tout, et je le retrouvais à peu près dans la même position, 1 heure ou 2 heures après. Voilà. Donc, bon, ça c'est un dressage qui m'est resté, et il m'arrive encore, quand je quitte la salle, ça pourrait encore m'arriver, c'est-à-dire de dire « pas bouger !» machinalement. Voilà. Bon, je reviens à l'expérience sur l'intelligence des animaux et la manière dont ils nous parlent. Alors, voilà, je me suis trouvée dans un appartement. Une nuit, j'allume dans la cuisine pour prendre un verre d'eau et les murs étaient couverts de cafards. Or, j'avais tout refait à neuf et tout. Et vite, je prends ma chaussure et je commence à taper partout pour écraser, parce que c'est repoussant, enfin, c'est vraiment... Et ces petites bêtes, vite, elles s'en allaient, elles se sauvaient. Et j'en vois une, la dernière, qui se met sur mon frigo. Sur mon frigo, il y avait une petite plante. Je repousse la plante et je soulève la plante. Et là, je suis restée avec ma chaussure en l'air et j'ai pas pu écraser la petite bête. Parce qu'elle était là, elle me regardait avec ses petits yeux suppliants. Et elle avait, je vous jure que c'est vrai, elle avait ses petites pattes avant comme ça au-dessus de la tête pour dire ne m'écrase pas, ne m'écrase pas. Donc voilà, elle s'est fait comprendre et je l'ai épargnée, j'ai éteint, j'ai fermé les portes et puis elle a pu se sauver tranquillement. Et ça c'est l'insecte. Mais on a aussi, enfin j'ai aussi, moi, un peu comme Colette, des rapports affectueux avec quelques araignées domestiques. Les araignées qui tuent les moustiques, enfin, qui les attrapent et tout, donc qui sont serviables et inoffensives. Et puis, je voulais vous parler d'un poisson aussi. On va passer quelques animaux comme ça. Le poisson, c'est un mérou. J'ai été découvert comme ça. C'est-à-dire, je faisais du snorkel, tu sais, la natation avec des lunettes pour voir un petit peu dessous et tout. Et j'arrive sur un petit rocher pour me poser. Un rocher qui était au milieu de la mer. Et je suis là et je vois 2 pêcheurs, 2 fusils. 2 pêcheurs sous-marins avec les fusils et tout. Et je sens en même temps, le long de ma jambe, je sens un poisson, enfin quelque chose qui me touche et tout. Je regarde et c'était un gros poisson, un mérou. Et il était là et il ne bougeait pas. Alors j'ai compris. Donc j'ai fait signe au chasseur de se tirer, que moi je voulais nager tranquillement et tout. Je leur ai dit de s'en aller avec leur fusil. Et le poisson m'a suivi partout, comme mon ombre. Et quand j'ai commencé à nager, il était là, il se cachait, il était du côté qui le séparait des pêcheurs. Et vraiment, il s'était servi de moi, enfin il avait fait appel à moi et s'était très bien fait comprendre. Voilà. Donc ça, il faut être un petit peu... Enfin, il faut regarder de près. Et alors le cochon, je vous en ai parlé, ça va aller très vite, donc très bien. Oui, super. On va pouvoir poser des questions. Bon. Alors, le cochon, les insectes, le corbeau, c'est autre chose. Alors là, j'ai écrit l'histoire parce que elle est tellement invraisemblable que, bon, c'est trop long à raconter. Et j'en ai fait une histoire un petit peu pour les enfants, un petit peu magique. Parce que c'était un bébé corbeau que j'avais pris pour un merle. Parce qu'il était petit, voilà. Et puis, il allait mourir parce qu'il ouvrait un bec terrible en faisant « Ouah, ouah, ouah !» Tu sais, comme le petit cri des corbeaux. Ah, c'est y on y est. 10. Ah bon, alors regarde. Et... bon, enfin voilà. Donc je l'ai secouru, je l'ai mis dans mon corsage, j'ai repris ma bicyclette avec lui, et puis on a passé 3 ans ensemble, où il était libre dans le jardin et tout. Et j'avais dit à la chatte de ne pas y toucher, donc la chatte faisait des grands détours pour ne pas le voir.
le méprisait un petit peu. Et le berger allemand a sauvé le corbeau d'une vindicte de... Tu sais, ce sont des espèces de... Les corbeaux sont très... Comment on appelle ça? Grégaires, un peu. Hein, enfin, ils sont... Et donc, ils avaient commencé tout d'un coup une ronde autour de sa tête. Ils descendaient chacun, piquaient mon petit corbeau qui était là, tout simplement et tout. Et qui D'autres corbeaux essayaient de se planquer. Et ils avaient donc décidé de l'éliminer. Et mon berger allemand, qui était pourtant derrière une barrière assez haute, il a sauté la barrière, il a pris vraiment le corbeau sous son ventre, et il a aboyé, il a chassé tous les corbeaux qui l'attaquaient. Ça, c'était un bel exemple aussi de compréhension et entre animaux. Voilà. Alors moi, j'aime beaucoup les enfants, j'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup les gens qui ont le sourire et l'ouverture, voilà. Mais il faut dire quand même que notre monde fait énormément souffrir les animaux. Énormément. On est en train déjà de faire disparaître avec la chimie, les pesticides, etc., les insectes. En faisant disparaître les insectes, on fait disparaître les oiseaux, entre autres. Et puis, on réduit les cultures. Enfin, bon, c'est tout ce qui est bon à manger. Enfin, c'est assez grave, je veux dire, les animaux ne sont pas seulement là pour être élevés dans des... Voilà, d'une manière industrielle. Ce sont pas... Je veux dire, on a l'impression de retrouver Pascal, là, qui disait « mais ce sont des objets, etc. » Non, ce ne sont pas des objets. La preuve, c'est qu'on les mange. Alors, et on les mange en plus... ils subissent... Je dis, il va y avoir des stages, peut-être, pour les jeunes, ce genre de métier, qui les dégoûte à jamais de manger de la viande. C'est-à-dire d'aller dans les industries d'élevage. C'est épouvantable, que ce soit les poules, que ce soit les cochons, encore pire les vaches. Je veux dire, les vaches, c'est la fin des haricots, là. Vraiment, bon. Donc c'est un petit peu pour ça que je pense qu'il faut mobiliser tous les gens qui comprennent, qui vont comprendre, il n'y a pas de raison. Je veux dire, quand on parle un à un aux gens, alors ils commencent à vous dire oui, mais il y a plein de... on a besoin de manger de la viande. Bon, c'est pas sûr, hein, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais enfin, admettons, on a besoin de manger de la viande et on est de plus en plus nombreux et il y a des famines partout, etc. C'est pas une raison pour faire vivre les animaux du matin de l'aube de leur vie jusqu'à la fin, sans avoir vu le soleil, sans avoir brouté une herbe. C'est vraiment monstrueux. C'est une chose inimaginable même. Inimaginable. C'est vraiment... Bon, voilà. Alors donc c'était le sujet de mon... C'était pour ça que je voulais apprendre à parler en public. Voilà. Parce que... Il était là pour toi, tu n'es pas là pour nous. Les canards. Et le sujet c'est bien, mais les canards. Alors Même là, le corbeau, oui. le corbeau, tu devais nous donner des exemples de son intelligence, tu ne nous l'as pas donné. Les canards, et puis après on verra pour les questions. Non, les canards, c'est extraordinaire parce que... alors, je vais en même temps parler des chasseurs, mais très vite, hein, parce que les chasseurs, tous les ans, on leur accorde des cibles complémentaires. Donc, il y a des chasseurs de canards et d'oies qui font payer très, très, très cher leur cachette. Et donc, c'est un revenu important pour... et ils tuent vraiment tout ce qu'ils volent. Tout ce qui... Et les canards eider, dont les canards eider, ça y est, ils se sont accordés l'autorisation
Parce qu'il n'y a plus du tout de contrôle maintenant. Ce sont les chasseurs qui décident. Et alors, le canard eider, en faisant ça, je veux dire en le tuant, ils sont en train de commettre un crime terrible. C'est-à-dire que depuis des siècles, tout en haut de la Norvège, il y a des petites îles qui s'appellent les îles Vega. Et il y a une de ces petites îles où les personnes... Ah oui, oui, oui. C'est 15. C'est bon. Les habitants de cette petite île, traditionnellement, au moment de la migration, quand ils savent que les canards vont revenir, ils enlèvent tous les prédateurs. C'est-à-dire que les chats, les chiens domestiques, etc., ils vont sur la côte, ils sont amenés sur le continent, mais la petite île n'a plus de prédateurs pour les canards. Et ça leur permet aux canards de faire leurs petits, les petits canetons et tout, de faire se reproduire. Et quand la canne descend avec les petits derrière elle pour aller à l'eau, donc quand ils sont dans l'eau, ils ne reviendront plus dans leur nid. Et tout ce qu'ils ont laissé dans leur nid, c'est-à-dire pour faire le nid, les cannes, elles s'arrachent les duvets près de la gorge qui sont extrêmement chauds. Et donc toute l'île travaille à nettoyer, à ramasser les nids, à les nettoyer et à récolter les petits duvets dont ils font depuis des siècles finalement des doudounes, des couvertures très légères et très douces et extrêmement chaudes. Et bon, c'est une industrie qui est sans une goutte de sang, tu vois. C'est une industrie volontaire, un petit peu, avec l'amitié de l'homme et du canard. Voilà. Et en tuant ces canards, eh bien, on prive des habitants du Nord, là, qui pourtant se comportent très très bien, d'une façon très humaine, avec les animaux. Voilà. Elle avait dit qu'elle voulait nous donner un exemple d'intelligence de tous les animaux dont elle allait nous parler, mais le corbeau, tu nous en as pas donné en fait. Alors, un exemple d'intelligence du corbeau. L'intelligence du corbeau, elle a d'ailleurs été contrôlée. Les animaux les plus intelligents, d'après les tests qui ont été faits et tout, ce sont les premiers, c'est la pieuvre, l'orang-outan, enfin le chimpanzé, la pieuvre, le cochon. Après, il y en a d'autres qui tiennent de très près. Comment ? Le corbeau est super bien placé. Il y a une émission sur France 5. Et le corbeau. Sur France 5 récemment, il y a une émission sur l'intelligence des animaux. Très très. On mettait un cornflakes, admettons, dans un coffre-fort. Il arrivait à l'ouvrir avec 3 modes d'ouverture différents. Et en cherchant des outils. Voilà, avec 3 outils différents. Il arrivait à ouvrir. C'était incroyable. Il y avait des baguettes de différentes tailles. Il prenait tout de suite la bonne. Pour aller chercher un truc, il fallait tourner. Ouais. Il tournait 3 modes d'ouverture différents pour aller chercher le cornflakes. Non, ils sont très sioux. Voilà, mais c'est incroyable. C'est bon, voilà. Il y a 25. Bon, je ne sais pas si... Il reste encore 5 petites minutes de questions, si vous en avez pour Christine. Ce que je peux dire, je peux juste... Vas-y, je t'en prie. Ça compte pas. Hein, ça. Ce que je peux dire simplement, c'est que j'ai toute une documentation et que je pourrais donc vous distribuer. Et puis pour que vous sachiez où retrouver. Ah oui, c'était Léon. Léon m'avait dit qu'elle ne savait pas qu'il y avait que les droits des animaux, qu'il y avait une législation pour les droits des animaux. Or, il y a une législation et qui a été déclarée, une déclaration du droit de l'animal, qui a été déclarée à l'UNESCO en 87, je crois. Voilà. Je ne sais pas si c'est marqué. Oui,
la Déclaration universelle des droits de l'animal a été proclamée à Paris le 15 octobre 1978. Son texte, révisé par la Ligue internationale des droits de l'animal en 1989, a été remis au directeur général de l'UNESCO en 1990. Voilà, et pas par n'importe qui, c'était vous avez des scientifiques très, très connus. Enfin, donc j'ai travaillé avec eux, alors je les ai fait rire. Et puis en même temps, bon, il y a toutes les choses qui sont tellement tristes. La petite... le premier Spoutnik qui est parti avec une vie à bord, c'était une petite chienne, la petite Laïka. Et c'était, je crois, en 1960. Et Laïka a tourné. Et sa mort a dû être terrible parce qu'on l'a entendu pleurer et gémir et tout, pendant des heures et des heures là, tout autour de la terre. Et alors ça a tellement désespéré. C'était un pêcheur qui était en même temps maçon, qui était à Oulgat. Et moi j'avais une petite maison, pas une petite maison, une petite pièce que j'avais achetée à Oulgat. Et ce monsieur a été tellement consterné qu'il a fait une maison bleue avec de la céramique, avec tout. Il a fait finalement quelque chose pour un monument pour Laïka. C'était très très triste cet épisode. Mais il y en a d'autres, hein, malheureusement. Tous les camps de concentration pour cochons et volailles qui voient le jour dans leur vie. Voilà. Ils voient le jour une fois dans leur vie quand ils vont à l'abattoir. C'est effrayant. Ils voient le jour une fois dans leur vie. Ouais. Si, enfin. 28. Ouais. Voilà. Bon ben merci beaucoup. Merci. Merci Christine.